Bonjour, aujourd'hui je vais aborder avec vous un sujet un peu délicat, dont on entend un petit peu parler ces derniers temps, mais où j'ai quand même pas mal de retours de parents qui me disent que c'est quand même une découverte et que ça a été quelque chose de violent en fait dans leur histoire de couple. On va parler aujourd'hui du baby clash, cette tempête émotionnelle qui peut survenir dans la relation du couple après l'arrivée d'un enfant, et surtout après le premier bébé. Et si la naissance d'un bébé est souvent synonyme de joie immense, d'amour, elle représente aussi un bouleversement qui est vraiment important dans la vie d'un couple. En fait, c'est quoi le baby clash exactement? Et puis pourquoi est-ce que c'est crucial d'en parler ouvertement? Parce que si on ne le nomme pas, si on n'en parle pas, les gens ils peuvent pas savoir qu'en fait ils ne sont pas les seuls à le traverser. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Mais donc qu'est-ce que c'est que le baby clash? Le baby clash, ça désigne vraiment les tensions, les conflits, les malentendus qui peuvent émerger entre les partenaires à la suite de l'arrivée d'un bébé et souvent du premier bébé. C'est pas uniquement lié à la fatigue, au stress, mais c'est aussi dû à l'évolution d'une identité personnelle puis des rôles au sein du couple. Et donc dans cet épisode, j'ai envie vraiment qu'on parle de ce phénomène qui est souvent tabou pour comprendre ses causes, les impacts sur la famille et surtout découvrir ensemble des clés de prévention et de gestion. Parce que du coup j'aime vous donner quand même des pistes pour essayer de sortir de ce phénomène et aider un petit peu à trouver de l'apaisement au sein de votre couple. Un baby clash, on appelle aussi par ça le conflit postnatal. Ça se manifeste vraiment par des tensions, des désaccords au sein du couple, après la naissance souvent du premier bébé, mais pas que. Et c'est bien plus courant que ce qu'on pense, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a vraiment de nombreux parents qui le traversent, et pourtant ils se sentent souvent isolés et dépassés par les émotions. Il y a l'Institut ELAB qui a fait une étude qui dit qu'il y a 2 couples sur 3 qui traversent une crise relationnelle après la naissance de leur enfant. Et l'INSEE, en 2022, qui avait dit qu'il y avait environ 50% des parents interrogés qui ont eu envie de rompre avec leur conjoint après la naissance de leur dernier-né. Donc les chiffres, ils sont énormes, et je sais pas si vous le savez, mais on sait aussi qu'il y a entre 20 et 25% de séparation dans la première année de vie des bébés. Alors, autant prendre ça le plus sérieusement possible, on dit prendre le taureau par les cornes, mais déjà nommer et expliquer ce phénomène du baby clash, ça va aider à trouver des solutions pour potentiellement se retrouver, arriver à retrouver du dialogue pour pouvoir remettre les choses en place. Les symptômes, ça peut vraiment varier d'un couple à l'autre, parce que souvent ça peut être effectivement des disputes, mais ça peut être aussi une communication qui devient très difficile, des frustrations par rapport à la répartition des tâches, les soins au bébé, et puis aussi un sentiment de distance ou de déconnexion émotionnelle avec le partenaire. C'est vraiment crucial de reconnaître ces signes de manière précoce, parce que ça peut vraiment affecter la dynamique familiale au long terme, et donc en mettant des choses en place, ça peut vraiment aider. Les causes communes pour le baby clash, je pense que c'est assez simple, parce que il y a quand même de nombreux parents qui confirmeront que la période du postpartum, franchement, moi je dis souvent que c'est un tsunami d'amour, mais que c'est un tsunami quand même. Parce que accueillir un bébé, évidemment, c'est de la joie, a priori, mais tout ce que ça va engendrer, c'est pas forcément de la joie. Puis, on parle du postpartum, et vous savez que le postpartum, selon les définitions, ça peut s'étendre jusqu'aux 3 ans après la naissance. Donc, ça représente vraiment un timing qui est très long. La réalité, c'est que pendant tout ce temps-là, on peut vraiment vivre d'énormes
fluctuations, ça peut être carrément des montagnes russes, quoi. Entre waouh, on est devenu parents, oh, c'est vraiment difficile, et notamment avec la reprise du travail du ou de la partenaire. C'est vraiment des moments de fluctuations qui sont hyper importantes, sans parler en plus des fluctuations hormonales qui peuvent impacter l'humeur, les émotions, et autant chez la maman, parce qu'on parle très souvent des hormones chez la maman, mais aussi chez les papas, alors que ça, on met pas encore assez en avant. Mais le fait d'être en proximité avec les bébés change énormément aussi le fonctionnement hormonal chez les papas. Ils vont par exemple avoir une baisse de la production de testostérone, donc moins d'agressivité, moins de niaque comme ça que peuvent avoir parfois les hommes, moins d'envie sexuelle aussi. Et ça, c'est pas souvent évoqué, le fait que la libido peut aussi être impactée chez les papas. Cette phase de récupération pour la maman, après la grossesse et l'accouchement, elle est quand même hyper importante et souvent minimisée. Et donc, on demande souvent aux mamans de se remettre très rapidement en route après la naissance du bébé, et notamment avec le fait qu'on quitte la maternité déjà au 2e jour postnatal. C'est comme si on demandait déjà une performance qui est tellement au-delà de ce que les femmes doivent pouvoir faire ou vivre. C'est pour ça que des podcasts comme celui-ci existent, mais qu'il y en a encore plein d'autres, et que notamment on sensibilise énormément sur les besoins des femmes en postpartum immédiat et dans les premières semaines. Pourquoi ? Parce que c'est tellement minimisé dans nos sociétés que ça n'aide vraiment pas à ce que les choses soient mises à plat et que les femmes puissent vivre plus sereinement. En tout cas, c'est toutes ces modifications qui sont tellement rapides et violentes dans leur corps, et notamment la naissance, c'est une transition qui est très rapide et très forte pour les femmes, parce que elles ont fait grandir un bébé dans leur ventre pendant 9 mois, puis même si le travail peut potentiellement être long, une fois que le bébé est sorti, il y a parfois des femmes qui vivent cette sensation du ventre vide, et puis cette nouvelle réajustement, le fait de devoir s'adapter et s'acclimater à prendre soin d'un nouveau-né comme elles vont devoir le faire, alors que parfois elles ont même jamais tenu un nouveau-né dans leurs bras de toute leur vie, quoi. Mais donc c'est vrai qu'il y a vraiment, à un moment donné, un nouvel équilibre à trouver entre les parents. Et donc ce nouvel équilibre familial avec l'arrivée du bébé, il peut sérieusement être brouillé et brouiller les repères habituels. Avant, on s'occupait que de soi, puis un peu de son couple. Et là, d'un seul coup, tout le focus est porté sur le bébé. Si on ajoute à cela les nuits qui sont hachées, la fatigue extrême qui peut en découler par manque de sommeil, et vous en tenez évidemment un environnement qui est idéal pour l'irritabilité, la confusion, inévitablement les tensions. Et dans certains cas, l'arrivée d'un bébé, ça perturbe pas seulement le sommeil des parents, mais ça fait également ressurgir tout un éventail d'émotions qui sont susceptibles de déclencher, ou parfois d'exacerber des conflits qui peuvent être antérieurs parfois. Ça va juste rallumer la petite flamme, la petite étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Ça peut être aussi le déséquilibre dans la répartition des responsabilités vis-à-vis du bébé, par exemple, ou de la charge mentale que ça peut engendrer. La frustration chez l'un des partenaires, qui peut se sentir aussi négligé, insuffisamment valorisé, tandis que l'autre peut se sentir mis à l'écart, voire exclu, parce que dans les relations privilégiées que parfois un parent peut nouer avec un bébé, l'autre parent parfois se fait sentir complètement exclu de cette relation. On pense très souvent à la relation maman-bébé, mais parfois c'est papa-bébé. À cela, si on ajoute en plus la reprise du travail qui est bien trop rapide pour le ou la partenaire, c'est aussi propice à un déséquilibre avec la difficulté à mener de front sa vie professionnelle, et puis les défis des premières semaines, voire des premiers mois avec un bébé. J'entends souvent en fait des parents et surtout des mamans qui disent moi je gère les nuits parce que lui ou elle on reprend le travail et que il doit pouvoir travailler de manière sereine, et donc moi je dois absolument gérer la nuit, mais donc je gère la nuit puis je gère la journée parce que le partenaire n'est pas là, et ça engendre tout de suite ce sentiment de faire constamment toujours la même chose, puis d'être dans un monde lié autour que seulement du bébé. Et notamment, par exemple, les femmes qui disent moi j'ai l'impression de ne parler bébé que toute la journée, je ne vois pas d'adulte quand ma partenaire rentre du travail. En fait, il est fatigué, il a pas il sent bien qu'il doit prendre sa place, mais en fait il est fatigué et c'est difficile parce qu'il y a quand même des nuits difficiles, parce qu'il a sa journée de travail, etc. Et donc je veux pas l'affubler de tout ça, mais ça n'empêche pas que ça devient de plus en plus difficile. Donc c'est comme des couches de lasagne qui se rajoutent, des petites strates comme ça les unes après les autres, qui n'aident sincèrement pas. En plus de ça, souvent on mélange un petit peu justement
la relation amoureuse qui est fondée vraiment sur l'affection mutuelle qu'on peut se porter, l'amour dans le couple, etc. Et puis la relation parentale, parce que là souvent l'attention elle est principalement axée sur les besoins du bébé au détriment justement de la relation du couple et de l'attention qu'on peut aussi se porter à soi-même. Donc en fait c'est hyper important de se rendre compte qu'avant on était 1 plus 1, on faisait 2, mais on était 1 plus 1. Quand on rajoute une autre personne, donc un bébé supplémentaire, en fait les relations elles vont se jouer entre chaque parent entre eux, chaque parent avec le bébé, enfin ouais. Ça augmente en fait les interactions et ça peut déséquilibrer en fait certains axes. Donc clairement dans un quotidien où on est marqué par le manque de sommeil, les nombreuses tâches qui sont liées aux soins au bébé, l'absence de moments intimes, ça peut nuire à la qualité de la relation. En plus de ça, l'arrivée d'un enfant, ça peut également raviver d'anciennes blessures émotionnelles qu'on pensait qui étaient guéries ou profondément enfouies, alors qu'au contraire, c'est un moment où parfois ça va totalement raviver des blessures qu'on a pu vivre. Moi, je sais par exemple que j'ai vécu personnellement ça avec mon amoureux qui, après la naissance de notre premier, a vraiment décompensé très très fort, notamment parce que en fait, ça l'a ramené à sa mère et le fait qu'il avait perdu sa mère quand il était enfant et que c'était un deuil qu'il n'avait pas vraiment fait. Donc pour lui c'était vraiment tout un chamboulement en fait de me voir moi devenir mère et de me voir sous ce prisme-là, puis ça l'a ramené vers le manque de sa maman. Et ça on le minimise bien trop en fait, tout l'impact que peut avoir notre histoire personnelle, les blessures qu'on a pu vivre et qu'est-ce que ça peut venir engendrer dans notre quotidien et notre rôle de parent. En plus de ça, il peut y avoir aussi la tendance à se comparer à ses propres parents, parce que ça introduit une pression supplémentaire, quels que soient en fait les parents qu'on ait eus. Si on a eu des parents qui ont super bien fonctionné, parfois c'est difficile en fait de se comparer à ces parents là, parce que on les voit tellement sur un certain piédestal qu'on a difficile en fait à s'imaginer qu'on va pouvoir faire aussi bien qu'eux. À l'inverse, des parents qui n'ont pas bien fonctionné ou avec lesquels on n'est pas en accord avec ce qui s'est passé, on se met un tel level sur le fait que je ne veux absolument pas reproduire ce qui s'est passé, que ça peut aussi amener à parfois des stress et surtout une pression énorme qu'on peut se mettre. Donc vraiment, cette pression, elle peut nourrir des désirs de réussite ou de surpasser ou d'éviter de reproduire certains schémas familiaux, mais bien que ce soit totalement compréhensible, ça peut augmenter le stress et les attentes envers soi-même, évidemment, mais aussi envers son partenaire, parce que si jamais on voit que le partenaire, en fait, il suit pas ce que nous on veut, voir qu'il reproduit des schémas qu'on voulait pas reproduire, c'est forcément très violent au niveau du couple, surtout si on n'en parle pas. J'avais demandé des témoignages de parents en fait pour illustrer cet épisode et du coup j'ai la chance d'avoir une maman et un papa qui m'ont envoyé des témoignages, mais il y avait Clara qui me racontait que les premiers mois après la naissance de son fils ont été les plus durs de sa vie, qu'elle s'était imaginé, elle dit je m'étais imaginé la maternité comme une période remplie de joie, de moments tendres, mais la réalité a été tout autre. Je manquais de sommeil, ça m'a complètement déstabilisée, je me sentais constamment sur les nerfs, je me suis surprise à en vouloir à mon partenaire pour des broutilles, comme ne pas entendre Léo pleurer la nuit, ou pour ne pas changer ses couches assez rapidement à mon goût. Ces attentes non exprimées ont creusé un fossé entre nous, on ne se parlait plus vraiment, on cohabitait, épuisés et frustrés. Et c'est lorsque j'ai fondu en larmes un soir complètement à bout que nous avons réalisé qu'il fallait qu'on communique mieux. On a commencé à exprimer nos besoins et à se soutenir mutuellement peu à peu, et le dialogue s'est rétabli, et nous avons trouvé un nouvel équilibre. Et alors j'avais un papa aussi qui a témoigné et qui m'a dit « Quand ma fille est née, je me sentais comme mis sur la touche. Ma femme et elle avaient une connexion si forte, si instinctive que je savais pas comment trouver ma place. J'allais au travail, je rentrais et j'avais l'impression d'être un étranger dans ma propre maison. Je voyais bien que ma femme était épuisée, mais je ne savais pas comment l'aider. Elle prenait le relais presque naturellement et quand j'essayais de m'impliquer, je sentais que je faisais pas les choses correctement selon elle. Cette situation m'a fait me sentir inutile et rejetée, ce qui a créé beaucoup de tensions entre nous. C'est après une discussion très franche avec un ami qui a vécu la même chose que j'ai décidé de m'ouvrir à ma femme et nous avons pris le temps de discuter de nos ressentis et j'ai exprimé mon besoin de m'impliquer davantage avec ma fille. Ensemble, nous avons commencé à trouver des façons pour que je participe plus activement, ce qui a non seulement aidé ma relation avec ma fille, mais a aussi renforcé mon couple. Alors avec ces deux témoignages, moi ce qui me parle le plus, c'est de se rendre compte qu'en fait c'est parce que chacun essaye de faire du mieux qu'il peut, et parfois qu'il veut pas accabler l'autre, et que c'est difficile en fait de juste
ouvrir ses sentiments et dire ce qui se passe, donc s'exprimer. Donc aujourd'hui, maintenant, je vais vraiment vous parler aussi de l'impact que ça va avoir, ces baby clash, et puis je vais vous donner ensuite des clés, justement, pour vous aider à traverser. Parce que le baby clash, ça a un impact, effectivement, sur la relation du couple, parce que, c'est pas que des disputes passagères, mais ça peut vraiment avoir des répercussions profondes sur la relation de couple, notamment la communication, parce qu'avec le baby clash, on est tellement sur d'autres planètes que parfois on n'ose pas parler, on n'ose pas dire ce qu'on a sur le cœur, voire même on n'ose pas tout simplement des fois exprimer des choses qu'on pense qu'on risque d'être jugé pour ça. Je parle souvent du fait de tellement mal vivre une situation et notamment le manque de sommeil que parfois on peut en arriver à détester le bébé. Dire en fait pourquoi j'ai fait ça, en fait j'en veux plus. Moi je me souviens avoir visualisé le jeter de bébé. Si on n'arrive pas à communiquer dans ces moments-là, on se sent encore plus coupable en fait des pensées qui viennent nous envahir. Ça n'aide encore moins. Mais donc quand on a des pensées un peu comme ça qui pourraient être jugées pas correctes, ne pas arriver à en parler, ça exacerbe encore plus les choses. Donc la communication, elle est vraiment hyper importante parce que c'est souvent la première victime du baby clash, c'est la communication. Parce que on peut se retrouver vraiment enfermé dans un cycle de communication négative aussi, ou dire t'as pas fait ça, où les reproches remplacent clairement le dialogue constructif. Les répercussions, elles peuvent avoir aussi évidemment sur les enfants. Alors quand c'est juste le premier né, on se dit c'est juste un bébé. Mais on sait aussi que les nouveau-nés sont naturellement centrés sur leurs besoins immédiats, oui, mais qu'ils ressemblent aussi beaucoup les énergies, les émotions qui les entourent. Donc c'est pas hyper positif quand même de vivre dans un sentiment comme ça de tension perpétuelle. Et puis si c'est pas le premier bébé, évidemment les enfants plus âgés, eux ils vont ressentir et absorber les tensions également entre les parents. Ça va influencer leur développement émotionnel, leur sécurité affective. C'est vraiment hyper important de comprendre que le bien-être familial, c'est vraiment interconnecté avec la santé relationnelle du couple, mais aussi que ça influence directement l'atmosphère dans laquelle grandit le bébé et donc sa santé à lui aussi. Donc clairement, les effets du baby clash sur la famille, elles sont complexes. C'est vraiment à multifacettes parce que ça peut toucher tellement de choses au sein du couple, au sein de la famille. C'est vraiment important d'avoir une attention particulière parce que c'est important effectivement de résoudre les conflits qui peuvent émerger, mais aussi de prévenir l'impact que ça peut avoir sur le développement émotionnel des enfants. Ça aussi, c'est reconnaître que c'est un vrai défi et que il faut vraiment travailler ensemble pour trouver des solutions, pour transformer ces moments difficiles, pourquoi pas en opportunités de briller, de croissance, de renforcement familial, que ça aille beaucoup mieux. Et pour ça, il faut vraiment déjà aller dans la prévention, anticiper le baby clash. C'est pour ça qu'il faut vraiment préparer son postpartum, et ça on ne le fait encore pas assez dans notre société. On commence à en parler, mais plus pour dire de reconnaître que ça peut être difficile, sans vraiment mettre en avant tout ce que ça peut impliquer au niveau justement du couple. On dit souvent « Ah, tu verras, c'est pas facile, ah, les nuits, etc. » sans réellement expliquer que ça va être vraiment compliqué au niveau de la communication et d'être réellement honnête sur les implications que ça peut avoir. Donc la prévention du baby clash, ça commence vraiment bien avant l'arrivée du bébé. Et ça implique une communication ouverte, honnête, sur les attentes, sur les peurs, sur les espoirs que chacun a concernant la parentalité. Et puis la manière dont on pense que pourrait se passer le postpartum, même si tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir. Donc c'est vraiment important d'avoir des endroits où on peut en parler, notamment nous pendant les consultations prénatales, on en parle énormément, d'encourager les futurs parents à discuter de leur vision de la parentalité. On en parle vraiment très souvent. Il faut aussi parler de la répartition des tâches, des valeurs qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants, et puis la manière dont ils envisagent de gérer les changements dans leur relation, parce que parfois on a des idées, on dit avant j'avais des idées, j'avais des principes et puis après j'ai eu des enfants. C'est aussi parler de l'adaptation parfois qu'on va devoir traverser ensemble pour grandir ensemble dans notre rôle de parents et dans le couple qu'on forme. Planifier, c'est vraiment important de préparer le postpartum aussi pour que ça ait un impact plus doux. Notamment, on parle souvent des repas qu'on peut préparer pour que ce soit plus doux les premières semaines. On parle aussi de tout ce que les proches peuvent emmener. Moi, je dis la règle, c'est toujours ceux qui viennent voir le bébé, ils apportent à manger et à manger pour vous, pas pour eux.
pour vous faciliter la vie, pour que justement il y ait certaines tâches répétitives comme ça, et puis qu'on doit faire, mine de rien, s'alimenter, c'est super important, mais que souvent on laisse carrément de côté. Combien de fois, moi je vais voir des mamans qui me disent, je vais les voir dans l'après-midi, puis elle me dit, j'ai juste mangé une tartine, quoi, puis c'est tout. Et t'as bu? Non. Mais ça va pas l'aider ni à se remettre de son accouchement, ni à avoir un bon moral, enfin voilà, donc ça c'est vraiment important. Et puis, quand on dit la planification, alors c'est un grand mot, mais c'est aussi aborder les sujets pratico-pratiques, comme les nuits, les moments de repos pour chacun, le soutien familial, amical dont ils vont pouvoir bénéficier, c'est mettre en place parfois effectivement le village qui va pouvoir être autour de vous, qui n'est pas forcément la famille, qui va être peut-être les voisins, les amis, etc. Mais mettre en place les choses pour avoir du soutien dans les premières semaines, les premiers mois de vie, quand vous en aurez besoin. Je me souviens d'une personne qui me disait qu'elle avait mis en place les choses pour, par exemple, ne pas avoir à emmener sa fille à l'école, sa plus grande à l'école, dans les premiers mois. Et ça lui a beaucoup aidé, en fait, à mieux gérer avec son nouveau-né. Hyper important. Alors, clairement, une fois que le bébé arrive, c'est hyper important potentiellement d'avoir des stratégies de gestion de stress, des résolutions de conflits, parce que ça devient essentiel, en fait, pour prévenir et atténuer les tensions. Donc ça veut dire par exemple que ça peut être l'occasion parfois de discuter, de dire alors là moi je sens que t'es over dans le stress et dans la tension, est-ce que t'irais pas faire une petite méditation? Alors il existe plein de petites applications en tout cas pour prendre soin de soi. Donc ces petites applications, ces petits... moi j'ai aussi un petit lecteur comme ça qui permet parfois juste de pouvoir écouter des méditations. Ça peut énormément aider en fait à avoir des moments de relâchement, de relaxation pour retourner vers un bien-être émotionnel intérieur. Donner des outils de communication constructive, mettre en avant l'importance de maintenir une communication ouverte, parler de ce qu'on ressent, même si... je disais parfois ce qu'on ressent peut être potentiellement très négatif, voire peut être mal jugé même par soi-même déjà à la base. Ne pas avoir peur justement du jugement et pouvoir en parler librement peut vraiment aider à faire ça. Et dans la communication constructive, c'est vraiment aller vers ce que je ressens plutôt que ce que tu fais, pour exprimer des besoins, des sentiments sans accuser l'autre. Hyper important de manière générale dans le couple. Et puis rechercher des solutions communes, parce que quand on a des discussions, c'est hyper important en fait de chercher ensemble vers quelles sont les solutions aux défis qu'on rencontre, en se rappelant que on est une équipe face à des difficultés, et donc c'est important de prendre des décisions communes ensemble vers un mieux. On parle souvent aussi de l'importance du soutien extérieur, parce que ça peut vraiment jouer un rôle important dans la gestion du baby clash. Là, le papa disait justement qu'il en avait parlé avec des collègues, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être aussi une sage-femme, ça peut être aussi le psychologue. C'est éminemment important en fait d'avoir des espaces de parole et puis d'écoute pour pouvoir justement libérer ces sentiments, ces pressions qu'on peut avoir. Clairement, traverser les défis qui surgissent après la naissance d'un bébé, ça peut parfois vraiment ébranler les fondations même d'un couple, parce que au cœur de cette tempête d'émotions et de changements, en fait, il y a des clés pour pouvoir fortifier vos liens, traverser ensemble cette période de transition. Et aujourd'hui, du coup, je vous offre justement ces 8 clés pour renforcer votre relation dans cette nouvelle étape de votre vie. La première clé, ce sera de cultiver votre espace personnel. Parce que la maternité et la paternité, ça tend à placer vraiment les besoins personnels en arrière-plan. Déjà la grossesse, l'accouchement, les femmes, elles se mettent vraiment en arrière. Elles subissent tellement de choses pendant ces périodes-là que finalement, quand le bébé arrive, elles en oublient encore plus ce qu'elles étaient et leurs besoins les plus essentiels. C'est vraiment hyper important de se ménager des moments à soi pour se ressourcer, redécouvrir parfois ses passions, maintenir son équilibre émotionnel et physique. Alors évidemment, pas dans les premiers jours, mais dès qu'on peut et qu'on ressent que c'est possible, s'offrir l'opportunité de le faire, que ce soit le sport, la méditation, la reprise d'un hobby, etc. C'est un instant où on se reconnecte à qui on est et quelles sont nos envies, nos besoins personnels. C'est vraiment important pour nourrir notre bien-être et par extension, évidemment, enrichir notre relation de couple, parce que si on est bien soi-même, on est beaucoup plus enclin à pouvoir communiquer avec notre partenaire. En deuxième, je vous dirais de embrasser la nouveauté, parce que l'arrivée d'un bébé, évidemment, comme je dis, c'est un tsunami d'amour, mais que c'est un tsunami quand même, mais ça redessine totalement le paysage de votre vie, parce que ça introduit un nouvel équilibre à trouver, et c'est ça qui est le plus difficile, c'est ce déséquilibre qu'on vit au fur et à mesure
qu'on patauge un petit peu avec l'arrivée du bébé, etc. Donc c'est vraiment accepter cette transformation et l'imperfection que parfois peut avoir les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, pour naviguer plus sereinement à travers justement les ajustements quotidiens qu'on va mettre en place. C'est vraiment reconnaître, valoriser le rôle et puis l'évolution de chacun dans cette nouvelle configuration familiale pour reconstruire un avenir harmonieux ensemble en évoluant au fur et à mesure chacun. Troisième clé, même si je l'ai déjà un peu abordé, pratiquer la communication authentique. Parce que en parlant de manière claire, sincère, on va vraiment remettre la communication au centre de la relation, surtout dans cette période de transition. Comme je le disais, se baser plus sur ce qu'on ressent plutôt que de retranscrire sur l'autre ce qu'il n'a pas fait. Donc vraiment être dans une communication aussi positive, prendre le temps d'échanger sur vos ressentis, vos besoins, vos aspirations mutuelles dans un espace de dialogue qui reste bienveillant, parce que ça c'est vraiment hyper important, comme je le disais, de parfois pouvoir libérer aussi les paroles de la honte, parce que parfois on se fait honte à soi-même et que c'est important de pouvoir le libérer. J'ai encore une maman il y a pas très longtemps qui me disait là enceinte de son deuxième que sa première mais vraiment l'énervait à un point qui était vraiment ultra violent. Alors évidemment, elle essaie de ne pas lui montrer, mais elle le vivait tellement fort dans sa chair, dans ses tripes, enfin voilà, c'était assez violent. Et elle dit que elle osait pas en parler. Et je dis pourquoi est-ce que tu n'en as pas parlé? Elle dit mais parce que j'avais peur du jugement. Puis finalement, elle m'a dit mais en fait finalement après j'en ai parlé et ça m'a soulagée et puis ça a vraiment donné à son partenaire l'opportunité de comprendre en fait dans quel état de fatigue elle était et à quel point en fait c'était difficile de tout gérer de front, etc. Donc la communication est vraiment hyper importante et essentielle et ça va vraiment permettre de remettre un dialogue et parfois de renforcer la complicité. Alors la quatrième clé que je vous donnerais, c'est d'établir une routine partagée. Parce que les premiers mois avec un bébé, ça peut sembler complètement chaotique. Et c'est normal, d'accord ? Quand on dit que c'est un tsunami, c'est aussi pour ça. Parce que même au niveau organisationnel, tout peut sembler complètement chaotique. La maison peut sembler chaotique et c'est ok. Mais c'est important de mettre en place parfois une nouvelle routine qui respecte effectivement le temps individuel de chacun, puis le temps en couple, le temps familial, puis que ça peut vraiment aider à maintenir un équilibre entre tous. Donc l'organisation et la flexibilité, parce que tout peut changer en dernière minute, ça va être vos alliés dans cette démarche de créer un quotidien qui vous ressemble et qui est beaucoup plus confortable pour vous. Une cinquième clé, c'est de raviver la flamme, parce que c'est important de ne pas laisser la relation de couple s'estomper derrière les responsabilités parentales. Et c'est une maman de 5 enfants qui vous le dit et qui n'en prend conscience que depuis ces quelques derniers mois, où j'ai vraiment dit à mon amoureux, je veux que au moins une fois par mois, on fasse un truc tous les deux, qu'on sorte de la maison et puis que voilà, on fasse autre chose que notre routine quotidienne, parce que voilà, niveau logistique, au niveau partage de tâches, etc. C'est évidemment très fort. Donc c'est vraiment se réserver des moments à deux, que ce soit pour une sortie, une activité commune, parfois juste une balade d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes, mais avoir le temps de juste se tenir par la main et puis marcher, puis se raconter quelque chose qui n'a rien à voir avec le bébé ou avec les enfants, c'est hyper important. Et ça permet aussi de renforcer le lien affectif qui vous unit. En 6e clé, je parlerai de solliciter un soutien extérieur, parce que parfois, c'est important d'avoir un regard extérieur, ça peut être bénéfique pour justement surmonter certains obstacles, que ce soit au niveau de votre réseau familial, amical, à travers des groupes de soutien ou avec l'aide de professionnels, cherchez du soutien. Ça peut vraiment vous offrir des perspectives nouvelles et des solutions adaptées pour traverser les moments qui sont difficiles. C'est clair que si on reste dans son petit cocon où finalement c'est qu'un ensemble de tensions, mais qu'on n'arrive pas à avoir une vue d'ensemble parce qu'on est trop bloqué dans justement ces tensions-là, on va pas avancer. Donc l'aide extérieure peut vraiment être hyper bénéfique. N'hésitez pas à en parler avec les gens autour de vous. Souvent les gens vont vous dire « Ah mais oui, je sais que c'était difficile, moi aussi j'ai vécu ça. » Donc vraiment... accueillons aussi la parole des nouveaux parents parfois qui ont des choses à traverser et à partager, parce que si on ne le fait pas, ils n'ont pas cet espace de parole. La 7e clé, ça sera de célébrer les petites victoires, reconnaître, célébrer les réussites quotidiennes, aussi minimes qu'elles soient. Ça peut vraiment contribuer à maintenir un climat positif au sein du couple.
Moi, franchement, je vous dirais, pourquoi pas prendre le temps chaque soir de nommer ces petites gratitudes, voire même de les noter, pour pouvoir y revenir dans les moments qui seront potentiellement plus difficiles et de se dire, on avait traversé ça, et on en était là, et là, maintenant, effectivement, on est devant un nouveau défi, mais on ne peut aller que vers du mieux. Enfin, la 8e clé, ce sera de développer la patience et la compréhension mutuelle, apprendre à accueillir avec bienveillance les émotions et les réactions de l'autre. Ça faisait partie de la communication dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais de libérer la parole, mais c'est aussi développer la patience et la compréhension du côté de celui qui reçoit. Surtout dans les moments de fatigue, de stress. On a vraiment besoin de renforcer le sentiment de sécurité et de soutien mutuel, donc avoir la capacité à accueillir et à développer la compréhension mutuelle. Si vous intégrez toutes ces stratégies dans votre vie de couple, ça va vous donner peut-être les moyens de renforcer votre couple et de naviguer ensemble vers une parentalité plus épanouie. Et c'est pour ça aussi que je pense que le baby clash, on peut aussi le voir comme une opportunité. Ça peut effectivement être éprouvant, mais ça peut aussi servir de catalyseur pour amener des changements positifs au sein du couple et de la famille, parce que c'est l'occasion aussi de renforcer la communication, de réévaluer les priorités, d'approfondir la compréhension mutuelle, parce que c'est un apprentissage mutuel, l'aventure de la parentalité, avec ses hauts, ses bas, ça offre l'opportunité pour les parents d'apprendre l'un de l'autre et de se développer ensemble. On dit on grandit ensemble. On n'est pas les mêmes personnes avant, puis après, puis même à chaque enfant, on se réajuste à chaque fois. Chaque défi rencontré, c'est une chance de découvrir des aspects jusqu'alors méconnus de notre partenaire ou de redécouvrir, de révéler des forces insoupçonnées, de tisser des liens de compréhension, de soutien mutuel encore plus solides, parce que en affrontant ensemble les obstacles, vous développez une résilience commune. C'est comme un trésor que vous partagez finalement. Oui, c'est difficile, mais ça va vous permettre de surmonter des futures épreuves avec plus de sérénité. Cette dynamique d'apprentissage mutuel, elle transforme finalement chaque expérience bonne ou mauvaise en une leçon de vie. Parce que oui, on apprend du bon, mais on apprend énormément du négatif. Quand on traverse des épreuves, on en apprend énormément si on a envie d'en faire quelque chose avec lequel on va construire. Ça va vous permettre également de renforcer vos liens, travailler ensemble pour surmonter les difficultés. C'est l'une des expériences les plus fortifiantes que vous pourrez vivre à deux, parce que cette collaboration, elle crée un sentiment parfois d'unité, de solidarité, et ça transcende la simple cohabitation ou la gestion quotidienne de la vie familiale, parce que quand on est en plein baby clash, c'est ça qu'on peut avoir comme sensation. C'est plus un partenaire de vie, un amoureux que j'ai. Non, c'est un colocataire. C'est une personne où on co-gère ensemble des enfants, on est des coparents, mais alors où on est passé notre famille, notre noyau, notre cocon. Parfois, voilà, c'est ça. Mais donc, renforcer le lien, c'est forger un vrai partenariat finalement, où on se sent soutenu, compris, valorisé. Le fait de se tourner vers l'autre, de compter sur lui dans les moments difficiles, de célébrer ensemble les victoires, comme je vous disais, de renforcer le lien émotionnel et puis la complicité, voilà, c'est comme ça aussi qu'on mesure la force de l'union. Parce que votre relation, elle va se solidifier, puis elle va s'approfondir, puis devenir plus résiliente aussi, parce que parfois on veut tellement de perfection, on veut tellement un certain level au niveau de ce qu'on veut arriver à faire, à vivre, que ça devient difficile, alors que parfois, parce qu'on s'est mangé des difficultés, on apprend juste aussi à être un petit peu plus résilient. Enfin, je pense que le baby clash, ça peut vraiment apporter de nouvelles perspectives, de vision sur votre parentalité, accueillir les imperfections. On peut pas être des parents parfaits. En fait, les parents parfaits, ça n'existe pas. Et puis les couples parfaits, ça n'existe pas non plus. Donc c'est important aussi de se rendre compte que c'est toujours une question d'adaptation, que ça va être avec des moments de haut, de bas, parce que éduquer des petits humains, c'est pas si facile que ça va venir toucher parfois des blessures intérieures, que ça va parfois ramener vers des schémas de la honte, comme je vous disais, mais avec une approche bienveillante, encourager les parents à accepter que l'erreur, ça fait partie justement de l'apprentissage d'être parent, que en fait pour vous et pour vos enfants, c'est bon. Même dans les moments où, moi je le disais dans l'épisode où je vous parlais de ma plus grosse peur qui était de perdre le contact avec mes enfants, je vous disais mais en fait ça m'arrive moi de m'énerver, de crier, et moi ce que je ressens à ce moment-là c'est que j'ai l'impression de retourner vers des schémas que j'ai pu vivre moi en tant qu'enfant et que ça me revient très violemment en pleine face.
Et que la force, je trouve, c'est de justement arriver à en parler avec mes enfants et de dire « Ok, j'ai débordé, j'ai crié, j'aurais pas dû. Mais voilà ce qui m'y a amené. Et voilà aussi quel schéma j'ai vécu dans ma vie qui m'amène à faire ça. Et évidemment que je veux faire différemment. Et c'est avec vous que je vais y arriver. » Et ben ça, c'est de reconnaître humblement en fait qu'on ne peut pas être parfait. Et puis que eux non plus ne sont pas parfaits et qu'ils n'ont pas à l'être. Parce que sinon on leur met aussi une très grosse pression sur les épaules. Donc je pense que c'est vraiment important de reconnaître que la perfection, c'est un mythe. Et puis que c'est important de vous autoriser à expérimenter, revenir au cœur, comme je dis souvent. Si c'est pas ok, c'est pas ok. Vous allez à certains moments avoir l'impression d'avoir échoué, mais ça va vous aider à grandir. Faut garder en tête que ça doit être sans jugement, ni culpabilité. Parce que si vous avez vraiment un dialogue ouvert, bienveillant, même si vous avez des pensées de la honte, ben vous allez y arriver. Parce que vous allez pouvoir vous soutenir mutuellement et dire « Ok, en fait, je comprends que t'aies pu penser ça. C'est ok, enfin voilà, je vais te soutenir et je vais t'aider. » Donc c'est vraiment important de vous encourager, vous, mutuellement, à voir chaque expérience comme une occasion d'apprendre, de progresser, plutôt que comme un échec. C'est pour ça que je vous dis que c'est une approche positive de transformer justement ces baby clash ou ces difficultés pour transformer la parentalité en quelque chose qui va être enrichissant avec des découvertes personnelles, collectives. Vous allez construire la famille que vous avez, que vous allez avoir en fait au fur et à mesure. Et du moment que vous y mettez l'amour, le soutien et puis l'acceptation de l'imperfection, ça devrait aller. Voilà. J'espère que cet épisode n'a pas été trop trash pour vous, parce que c'est vrai que le baby clash, je pense que c'est quelque chose qui est vécu par bien plus de monde que ce qu'on pense. Puis je pense aussi qu'on n'y met pas assez de mots, même si aujourd'hui on en parle plus. Il y a des livres qui sont sortis sur le sujet. Il y a notamment Baby Clash, comment protéger son couple après bébé, qui avait été écrit par Mélina Lécluse. Et puis il y a un tout nouveau livre de Anna Roy aussi qui s'appelle Baby Clash, devenir parent sans s'étriper. Donc c'est vraiment se rendre compte que de plus en plus on peut mettre ça en avant, parler de cette difficulté, de cette tornade, de ces tensions qui arrivent après l'arrivée d'un bébé. Et que si on veut justement ne pas arriver à la séparation, on peut avancer, grandir, parfois dans des moments qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, accepter parfois de l'aide extérieure, et puis le voir comme une potentielle possibilité de grandir ensemble et de s'élever autrement. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il y a de l'espoir, même dans un baby clash, il y a de l'espoir, que le voyage de la parentalité, c'est à la fois complexe, enrichissant, mais que je vous amène à penser que chaque défi peut être une opportunité de grandir ensemble, construire une famille forte, aimante, résiliente. Si jamais vous traversez ou vous avez traversé un baby clash, je vous invite vraiment à partager cet épisode, parce que comme ça, vous allez justement participer à la transmission de l'information sur ce qu'est le baby clash pour que les parents qui le traversent actuellement ou qui vont avoir un bébé qui risque de traverser le baby clash, ou des gens qui ont traversé un baby clash mais qui ne le savent pas vraiment, puissent avoir cet élément de compréhension, que les canaux de communication et de réseaux sociaux peuvent vraiment aider justement à infuser aussi ces idées et à faire connaître le baby clash. Ça peut aider à créer une communauté de soutien pour les parents qui se sentent peut-être plus compris et moins seuls dans leur parcours. Donc vraiment, partagez cet épisode, taguez-moi si vous voulez que je puisse interagir avec vous et avec la personne qui est concernée. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.